L'IBC 2025 vient de se terminer, et comme chaque année désormais, on vous a préparé un petit récap pour être tenu au courant de toutes les annonces qui ont été faites autour de cet événement. Donc installez-vous confortablement et faites-vous un grand café, car on a beaucoup de choses à voir ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder le chapitrage de cette vidéo pour aller directement sur les produits qui vous intéressent le plus. On a essayé autant que possible de les trier par catégorie afin de vous faire gagner du temps. On commence par les caméras car cette année il y a eu beaucoup d'annonces. Canon a annoncé la EOS C50, une caméra qui complète son offre cinéma EOS sur le segment ultra compact et vient marcher clairement sur les plates-bandes de la Sony FX3. Dotée d'un tout nouveau capteur 7K plein format, elle enregistre en open gate jusqu'en Cinema Raw Light 12 bits, permettant un recadrage plus flexible et une meilleure exploitation en multi-format. Légère, conçue pour le run and gun ou les configurations sur gimbal, elle conserve des connectiques professionnelles comme la prise timecode, des XLR full size via sa poignée supérieure, du HDMI full size, mais fait l'impasse sur les ND internes et le SDI. Annoncée à 3165 € hors taxe, la C50 s'affirme comme une option très intéressante pour les créateurs de contenu et les petites équipes cherchant une caméra cinéma compacte sans sacrifier la qualité d'image. On a fait une review dédiée à cette caméra sur la chaîne, je vous mets les liens en fiche et en description. Nikon, de son côté, fait son entrée sur le marché du cinéma numérique avec la Nikon ZR. Une caméra plein format, ultra compacte, qui vise clairement les mêmes utilisateurs que ceux de la C50. Capable de filmer en 6K jusqu'à 60 images par seconde, elle enregistre en Red Code NE pour Nikon Edition avec toute la Color Science de Red, mais aussi du N-RAW de Nikon, du ProRes RAW, du H265 et du H264. Elle revendique plus de 15 diaphs de dynamique et bénéficie du traitement X-Speed 7 déjà éprouvé sur le Nikon Z9. Elle embarque un écran impressionnant de 4 pouces, très lumineux et compatible DCI-P3, 7,5 stop 10 bis et la compatibilité avec l'écosystème Z-Mount qui grappille de plus en plus de parts de marché aujourd'hui. On retrouve néanmoins les limites typiques de ce form factor, pas de ND interne, pas de SDI et seulement une sortie micro HDMI. En revanche, elle innove côté audio avec l'enregistrement en 32 bits à virgule flottante en interne et l'introduction d'une nouvelle griffe numérique permettant d'alimenter et de contrôler ses accessoires comme le nouveau micro Nikon ME-D10 dévoilé en même temps que la caméra. Annoncée à seulement 1957,50 € hors taxe, la Nikon ZR s'affirme comme une solution très agressive pour les créateurs de contenu et les jeunes chefs opérateurs qui veulent accéder à l'écosystème RED avec un billet d'entrée bien inférieur à celui des Komodo et des Verator. On a là aussi dédié une vidéo à cette caméra sur la chaîne, je vous mets toujours le lien en fiche et en description. On enchaîne. Red s'adapte aussi aux nouvelles exigences du marché avec la VRaptor XE, une version allégée de la VRaptor X qui conserve l'essentiel, c'est-à-dire un capteur VistaVision plein format Global Shutter, l'enregistrement en 8K jusqu'à 60 images par seconde, plus de 17 diaphs de dynamique et la compatibilité totale avec l'écosystème DSM-C3. Plus compacte, elle se destine aux créateurs indépendants qui recherchent un grand capteur RED à un tarif plus accessible, tout en conservant le Red Code RAW HQ, du ProRes 4444 XQ, un autofocus avec détection des visages et une double sortie 12G SDI. Les concessions portent sur l'absence des fonctions Global Vision de Red comme le Phantom Track ou les Extended Highlights, mais l'image et les workflows restent identiques à la VRaptor X. La XE bénéficie aussi d'un boot plus rapide et d'une consommation électrique réduite. Elle sera sans aucun doute une option séduisante pour ceux qui veulent entrer dans l'univers RED VistaVision sans passer par le haut de gamme. Fujifilm fait lui aussi son entrée sur le marché du cinéma numérique avec la GFX Eterna 55, une caméra atypique qui embarque un capteur moyen format 8K hérité du GFX 102. Elle propose un mode 4/3 Open Gate pour exploiter toute la hauteur du capteur, de la 6,3K en Super 35 et jusqu'à 14,5 diaphs de dynamique. Côté enregistrement, elle mise sur l'enregistrement en interne en ProRes 422 HQ H265 ou en proxy avec sortie 12G SDI pour le monitoring et du RAW 12 bits via HDMI. On retrouve aussi un ND variable électronique, 2 écrans tactiles, la compatibilité avec la monture PL via une bague fournie et bien sûr les simulations de films maison avec un port possible de lutte personnalisable. La GFX Eterna 55 vise ainsi des productions cherchant une esthétique moyen format différente du full frame. Sa proposition est clairement de niche mais unique à ce niveau de prix. Offrir au chef-op un rendu cinéma moyen format avec la flexibilité des workflows vidéo modernes.
Et pour poursuivre dans cette tendance de fond qui consiste à rendre toujours plus abordables des caméras jusqu'alors réservées à une certaine élite de la profession, Blackmagic a décidé de casser les prix sur ses modèles haut de gamme avec une baisse significative des Ursa Cine 12K LF et Ursa Cine 17K 65. Les kits complets avec EVF baissent ainsi de plusieurs milliers d'euros. Ces caméras, déjà réputées pour leur rapport qualité-prix très agressif, deviennent ainsi encore plus accessibles. L'objectif est clair, élargir la base d'utilisateurs de ces caméras très haut de gamme pour Blackmagic et séduire les productions qui hésiteraient à franchir le pas face aux tarifs pratiqués par Red ou Arri. Une annonce qui risque de faire bouger le marché, surtout sur le segment des capteurs grand format. On a fait une vidéo sur la Ursa Cine 12K l'année dernière, elle est plus que jamais d'actualité, donc je vous la remets en fiche et en description. On enchaîne. Plus confidentielle que Blackmagic, mais non moins intéressante, la marque Pixboom a dévoilé à l'IBC la Spark, une caméra Super 35 Global Shutter pensée pour démocratiser la haute vitesse. Elle enregistre en continu, en RAW compressé directement sur SSD sans passer par un buffer, et permet ainsi de filmer jusqu'à 660 images par seconde en 4,6K OpenGate, 887 images par seconde en 4K 16/9 et plus de 2000 images par seconde en 2K. Son capteur rétroéclairé assure une meilleure sensibilité, chose primordiale à ces niveaux de vitesse, tandis que l'OpenGate et le support anamorphique offrent de plus grandes possibilités créatives. Compacte et légère avec moins de 1,1 kg, la Spark intègre un écran tactile, des connectiques 12G SDI, HDMI, USB-C, du Wi-Fi et un port d'extension pour timecode et Genlock. Elle embarque une monture propriétaire de chez Pixboom avec adaptateur PL et E compatible avec les transferts de métadonnées et fonctionne sur batterie V-mount avec fonction hot swap. Avec sa capture continue et son workflow simplifié, la Spark vise clairement le milieu du sport, de la publicité et les tournages VFX où la fluidité et l'absence d'artefacts de rolling shutter sont essentiels. Sony, de leur côté, sont très avares en annonce cette année, mais ils ont dévoilé la PXW-Z300, un nouveau caméscope de pointe XD Cam destiné aux news et à la production légère. Équipée de 3 capteurs 1/2 pouce 4K Exmor R, elle enregistre jusqu'en 4K à 60 images par seconde, avec un zoom 17 fois avec ouverture constante à f1.9, un filtre ND variable électronique et de nombreuses options de codec, comme le XAVC intra et long GOP, le MPEG HD 422 et des proxys en HEVC. La Z300 met surtout en avant son IA embarqué pour la reconnaissance et le cadrage automatique des sujets, l'intégration poussée des workflows cloud 5G et une fonction inédite de signature numérique C2PA directement sur les fichiers vidéo pour authentifier les rushs face à la généralisation des vidéos par intelligence artificielle. Elle se positionne ainsi comme le nouveau standard de la captation ENG haut de gamme chez Sony. Sony a aussi publié la mise à jour 4.0 du firmware de la Venice 2 qui introduit notamment l'outil d'exposition EL-Zone utilisable à la fois dans le viseur et sur les sorties moniteurs. Plus précis et standardisé que le False Color basé sur les IRE, le EL-Zone traduit directement l'exposition en valeur de diaphragme par rapport au gris 18%, ce qui facilite la lecture de l'exposition en tournage. Cette version 4.0 ajoute aussi la compatibilité avec le mini système d'extension de Sony et divers ajustements d'ergonomie. Une mise à jour orientée vers les chefs-op et les assistants cam qui aligne ainsi la Venice 2 sur les pratiques d'exposition modernes déjà présentes sur certains moniteurs, notamment ceux de chez SmallHD. DJI de son côté arrive sur le terrain de l'Insta360 avec l'Osmo 360, une caméra d'action 8K équipée d'un double objectif et d'un capteur de 1 pouce. Elle enregistre jusqu'en 8K à 30 images par seconde, prend des photos de 120 mégapixels et peut passer en mode boost pour de la 4K à 120 images par seconde ultra large à 170 degrés. Elle reprend les codes de la gamme Osmo, à savoir la stabilisation Rocksteady, les accessoires magnétiques, la compatibilité avec les DJI Mic et ajoute un stockage interne de 128 Go extensible avec un workflow en 10 bits avec du D-Log M. Certifiée IP68, rapide à monter et démonter grâce au système magnétique, elle s'adresse aux créateurs de contenu outdoor et VR cherchant une alternative aux solutions d'Insta360. On fait vite fait une aparté sur les principales caches qui ont été annoncées avec toutes ces nouvelles caméras. Tilta a dévoilé une cache complète pour la Sony FX2, parce que oui, elle existe toujours, avec 2 multiples points de fixation 1/4 et 3/8, avec un système anti-twist, un rail NATO, plusieurs cols choux, ainsi que des clamps pour sécuriser le port HDMI et USB-C. La base est au standard Arca, utilisable directement sur trépied ou gimbal, y compris en configuration verticale. Ils ont également annoncé leur cache pour la Canon C50 et la Nikon ZR. Du côté de Wooden Camera, une nouvelle gamme d'accessoires est apparue pour la Canon EOS C50 et la Fuji GFX Eterna 55.
Au programme, top plate, cache compatible avec les stabilisateurs, solution d'alimentation et support pour des adaptateurs de monture, notamment RF vers PL. Avec une orientation clairement pensée pour les utilisateurs cinéma et broadcast où la robustesse et la modularité sont prioritaires. 8Scene pour sa part n'a annoncé qu'une cache pour la Canon C50 pour l'instant, conçue pour protéger la caméra tout en offrant de nombreux points d'accroche, une griffe caoutchouc et un rail NATO. Et enfin, SmallRig a officialisé ses caches pour la C50 et la ZR, avec leur approche plus abordable et légère. On y retrouve la compatibilité avec l'écosystème SmallRig existant, poignée, bras articulés, rail NATO, de quoi équiper facilement ses caméras en configuration solo ou créateur de contenu sans alourdir trop son budget. On passe maintenant aux optiques et on commence par DZO. DZO Film lance officiellement sa nouvelle série d'optiques Cinema Prime, les V-Speed 2, évolution directe des V-Speed présentées il y a quelques années. Cette gamme de focales fixes couvre le plein format et le VistaVision avec une ouverture constante AT1.9, un diamètre de filtre unifié de 80 mm et une rotation de bague de mise au point désormais de 300 degrés. DZO a ainsi travaillé sur la netteté et la gestion des aberrations chromatiques, réduit le pompage optique et amélioré le bokeh pour un rendu plus homogène et moderne que la première génération. Disponible en 18, 24, 35, 50, 85 et 105 mm, les V-Speed 2 affichent un poids raisonnable entre 800 g et 1 kg et bénéficient désormais du Cook Eye Technology pour permettre la transmission des métadonnées utiles sur plateau comme en production virtuelle. Avec un look plutôt neutre et harmonisé sur toute la série et un design revu pour une meilleure prise en main, ces optiques se positionnent comme une solution abordable pour les productions souhaitant des kits cinéma VistaVision complets sans compromis sur la qualité. On passe maintenant chez Sigma qui, ces derniers mois, a annoncé pas moins de 16 optiques allant de leur gamme Contemporary à des optiques cinéma ultra premium. On commence donc par le 12 mm f1.4 DC Contemporary, nouvelle focale ultra grand angle pour monture Sony E, Fuji X et Canon RF-S. C'est le premier objectif du marché à offrir un 12 mm ouvrant à f1.4, pensé pour la photo nocturne, l'astrophotographie et les prises de vue en intérieur. Très compact, il embarque 3 lentilles asphériques et 2 verres SLD pour limiter les aberrations chromatiques et un autofocus rapide avec moteur pas à pas. Étanche et avec traitement déperlant sur les lentilles, il vient compléter la gamme APS-C f1.4 de Sigma aux côtés des 16 mm, 23 mm, 30 mm et 56 mm. On continue chez Sigma avec le 20-200 mm f3.5 6.3 DG Contemporary. Je vais y arriver. Annoncé en monture Sony E et Leica L. Cet objectif inaugure une plage focale inédite sur plein format, combinant un ultra grand angle 20 mm et un zoom 10 fois jusqu'à 200 mm. Un tout en un pensé pour le voyage et la polyvalence, capable de couvrir à la fois les paysages, les portraits et les scènes d'action sans changer d'optique. Compact et léger malgré son amplitude focale, il embarque un moteur linéaire HLA pour un autofocus rapide et silencieux et offre un rapport de grossissement maximal de 1/2 en macro. Une optique couteau suisse qui vient compléter la gamme Contemporary de Sigma avec une approche plus orientée vers un usage quotidien et les créateurs nomades. On passe à la gamme Sport où Sigma continue de muscler son offre avec le 200 mm f2 DG OS Sport. Une optique inédite sur plein format hybride puisqu'il s'agit du tout premier 200 mm ouvrant à f2. Pensé pour le sport indoor, le portrait ou la captation vidéo, cet objectif combine compression marquée et un très beau bokeh, le tout dans un gabarit relativement contenu pour ce type de focale. Sa formule optique embarque 19 éléments dont 2 FLD et 2 SLD pour corriger les aberrations chromatiques, tandis que sa stabilisation OS 2.0 assure jusqu'à 6,5 diav de gain et bien sûr avec un mode dédié au filet. Motorisation HLA, bague d'ouverture débrayable, 3 boutons AFL et construction tropicalisée complètent l'ensemble, épaulé par un nouveau collier trépied Arca Swiss. Avec cette focale atypique, Sigma cible autant les photographes exigeants que les équipes vidéo cherchant une alternative lumineuse et robuste au classique 70-200 f2.8. Sigma a aussi annoncé un 35 mm f1.2 DG2 Art, disponible en monture L et Sony E, qui succède à la précédente version lancée en 2019. Plus compact d'environ 30%, il conserve l'ouverture à f1.2 et gagne en confort d'utilisation et en rapidité d'autofocus. La réduction du pompage optique le rend aussi plus intéressant pour un usage mixte photo et vidéo. Le Sigma Art 135 mm f1.4 DG s'impose quant à lui comme le premier 135 mm autofocus ouvrant à f1.4. Conçu pour le portrait et les plans très sélectifs, il offre un très
très bon piqué, un bokeh circulaire grâce à ses 13 lamelles et un double moteur HLA garantissant une mise au point rapide et précise. Une optique pensée pour offrir un rendu marqué avec une signature visuelle très forte. On passe maintenant sur la gamme Ciné de Sigma avec le Ciné AF2845T2 qui inaugure une première série d'optiques cinéma autofocus chez Sigma. Disponible en monture L et Sony E à partir du 6 novembre 2025, il reprend la formule optique du 2845 f1.8 de la gamme Art, adaptée ici aux contraintes du cinéma. On y retrouve donc une mécanique renforcée, une bague de mise au point à rotation limitée, un crantage standard et une ouverture continue décliquée. À cela s'ajoute un diamètre frontal de 85 mm, un poids contenu de 1,2 kg et une ergonomie pensée pour les rigs de tournage. L'optique se distingue par son ouverture constante à T2, un bokeh typique de la gamme Sigma Art et une image très nette, peu sujet au flair ou au ghosting. Le moteur linéaire HLA assure un autofocus fluide, silencieux et réactif, capable de suivre les sujets rapides, qu'il s'agisse de scènes d'action, de plans à main levée ou de tournage sur stabilisateur. Avec cette première incursion dans la gamme AF Ciné, Sigma propose une optique hybride, combinant à la fois la précision et le rendu de sa série Art, associée aux standards mécaniques attendus sur les plateaux de cinéma. Et Sigma enfonce le clou avec son nouveau 28-105 T3 AF Ciné Zoom, attendu pour le printemps 2026 cette fois-ci. Conçu pour les montures Sony E et Leica L, ce zoom couvre une plage polyvalente de 28 à 105 mm avec une ouverture constante à T3. On y retrouve une mécanique cinéma standard avec du crantage en 0,8, une bague d'ouverture fluide, du marquage impérial et métrique, ainsi qu'un diamètre frontal de 95 mm compatible avec la plupart des matchbox, tout en acceptant des filtres vissants en 86 mm. Pensé pour s'intégrer dans tous les workflows actuels, il combine le rendu optique de la gamme Art avec un autofocus réactif et silencieux, mais reste utilisable en manuel via un simple switch. Avec sa distance minimale de 40 cm et son iris à 11 lamelles, il promet une image très cinématographique, adaptée aussi bien au tournage documentaire qu'aux productions lourdes. Et on termine cette excursion chez Sigma par leur toute nouvelle série Aizu Prime. Une série d'optiques cinéma grand format ouvrant toutes à T1.3, une première mondiale sur une série complète. Disponible en monture PL et Sony E, ces optiques couvrent un cercle d'image de 46,3 mm, parfaitement adapté aux caméras plein format et VistaVision. La gamme comptera à terme 12 focales allant de 18 à 125 mm avec un premier lot de 8 optiques, à savoir le 25, 27, 32, 35, 40, 50, 65 et 75 mm. Pensés pour conjuguer piqué moderne et rendu organique, les Aizu Prime limitent la distorsion et le pompage optique tout en garantissant une homogénéité de colorimétrie et de flair sur l'ensemble du set. Relativement légère, de 1,6 à 1,7 kg, elle se prête aussi bien au tournage épaule, gimbal ou steadicam qu'aux configurations plus lourdes. Elles intègrent par ailleurs le protocole Zeiss Extended Data, facilitant ainsi le travail des VFX via la transmission en temps réel des métadonnées et corrections optiques. Sigma vise clairement les productions cinéma haut de gamme avec cette série. Pendant ce temps, Meiki a annoncé l'adaptateur MK-EF-TL-C à filtre drop-in permettant d'utiliser des optiques Canon EF sur les boîtiers en monture L-mount. L'adaptateur prend en charge l'autofocus, la transmission des exifs en photo et la stabilisation, tout en offrant un châssis métal étanche à la poussière et à l'humidité. Sa particularité réside dans la possibilité d'y insérer des filtres drop-in compatibles avec toute la gamme Meiki et Canon, ce qui permet d'ajouter facilement un ND variable, un polarisant ou d'autres filtres à effet sans retirer son optique. Une solution pratique pour les utilisateurs mélangeant optique EF et boîtier L-mount, bien qu'on regrettera qu'il ne s'agisse que d'une copie conforme de celle de Canon avec la monture RF et qui ne résout pas le problème de manque de précision de la bague pour faire varier son intensité de filtre ND. En optique, Nikon a annoncé le Nikkor Z2470 f2.8 S2. Une seconde génération qui améliore la vitesse d'autofocus, la qualité optique et son ergonomie par rapport au modèle de 2019. Plus compact et léger, il adopte pour la première fois sur un zoom la motorisation Silky Swift VCM, offrant l'autofocus le plus rapide de l'histoire de Nikon, silencieux et précis, aussi bien en photo qu'en vidéo. L'optique se distingue aussi par son zoom interne, garantissant l'étanchéité et une meilleure stabilité sur gimbal. Un diaphragme à 11 lamelles pour un bokeh circulaire et des traitements multicouches limitant les flares et le ghosting viennent agrémenter cette nouvelle mouture. Conçu pour limiter le pompage optique et pensé pour les tournages polyvalents, il s'annonce comme le compagnon naturel de la nouvelle Nikon ZR, alliant ainsi polyvalence et fiabilité pour les pros de l'image.
Laowa de son côté a fait plusieurs annonces, à commencer par le 12 mm f2.8 Lite 0D FF. Une version plus compacte et légère de son ultra grand angle déjà plébiscité. Conçu pour les hybrides plein format, il offre un angle de vue de 122 degrés avec une distorsion quasi nulle et une formule optique retravaillée pour améliorer le piqué et limiter les aberrations chromatiques. La principale nouveauté réside dans l'arrivée de l'autofocus sur les versions Sony E et Nikon Z, tandis que les montures RF et L restent elles en mise au point manuelle uniquement. L'optique propose une distance minimale de mise au point de 14 cm et un pas de filtre intégré de 72 mm et existe en deux configurations de diaphragme, 5 ou 14 lamelles pour un rendu de bokeh différent. Laowa a aussi dévoilé un 200 mm f2 plein format, encore en développement. Proposé prochainement en monture Sony E, Nikon Z et de manière plus atypique en Canon EF, il affiche une construction imposante avec un diamètre frontal de 105 mm et un poids de 1,7 kg. Cette longue focale lumineuse mise sur une grande homogénéité de piqué et un bokeh circulaire très marqué. Les versions hybrides pour Sony et Nikon intègrent en plus un slot arrière pour filtre drop-in, une solution pratique pour les usages terrain en photo comme en vidéo. Laowa a profité de l'IBC 2025 pour dévoiler également sa nouvelle série Sunlight FF Anamorphic Zoom, les premiers zooms anamorphiques frontaux plein format à squeeze constant x2. La série est composée de deux modèles ouvrant tous les deux à t4.5, un 40-80 mm et un 70-135 mm. Par focaux et relativement compact pour des anamorphiques, 2,8 et 2,6 kg chacun, ils adoptent un design pensé pour les rigs cinéma avec crantage standard en 0,8, double gradation métrique et impériale et réglage précis du back-focus. En reprenant l'approche de la gamme Proteus, ces zooms misent sur la polyvalence et l'accessibilité. Comme souvent chez Laowa, la marque nous offre 4 rendus de flair au choix, à savoir le ambre, le bleu, argenté ou neutre. Et un rendu très organique. Bokeh ovale marqué, transition douce et pompage réduit. En monture PL par défaut, elles peuvent aussi être adaptées en RF, E, Z ou L grâce à des bagues interchangeables, ce qui les rend compatibles avec un large éventail de caméras plein format actuel. On repasse chez Canon qui, en parallèle de la C50, a fait deux annonces d'optique. Tout d'abord, un 85 mm f1.4 dans leur gamme VCM qui rejoint les 20, 24, 35 et 50 mm déjà existants, ainsi que les zooms 24-105 f2.8 et 70-200 f2.8 LIS USM Z. Faut arrêter avec les noms comme ça. Ces optiques hybrides combinent la compacité et le piqué des séries photo avec les caractéristiques attendues en cinéma. Homogénéité mécanique, réduction du pompage optique, bague d'iris fluide et mise au point linéaire. Avec ce 85 mm, Canon ajoute à cette série VCM une focale portrait classique, offrant ainsi une alternative plus légère et polyvalente que la version 1.2 qui existait jusqu'à maintenant. Cet objectif s'inscrit dans une logique de cohérence de série pensée pour les créateurs de contenu qui alternent photo et vidéo et recherchent un rendu homogène sur l'ensemble de leur focale. Canon a élargi aussi sa gamme Ciné-Cerveau avec le nouveau 11-55 mm t2.95 à 3.95, un zoom super grand angle couvrant un angle de vue de 100 degrés. Disponible en monture RF et PL, il devient le plus léger de la série avec seulement 3 kg, ce qui permet de le monter facilement sur une grue, une cable cam ou un bras robotisé. Il intègre un multiplicateur 1,5 fois qui étend la plage focale sur les capteurs Super 35 ou assure une compatibilité plein format tout en maintenant une qualité optique homogène. Il intègre un multiplicateur 1,5 fois qui étend soit la plage focale sur les capteurs Super 35 ou assure une compatibilité plein format tout en maintenant une qualité optique homogène. La version RF profite de l'autofocus Dual Pixel, tandis que la version PL intègre les protocoles Cook Eye et Zeiss XD pour la gestion des métadonnées, le rendant ainsi parfaitement adapté au workflow VFX et de production virtuelle. On retrouve également la nouvelle unité EXS-V Digital Drive offrant un moteur plus précis, une correction du pompage et une ergonomie revue. Conçu pour la 8K HDR avec un diaphragme à 11 lamelles et un piqué excellent de bord à bord, ce zoom se positionne comme un outil polyvalent pour la fiction, le documentaire ou la captation live haut de gamme. Light the Ciné a profité de l'IBC pour dévoiler la série Hector T2.1. Une série de 6 focales fixes plein format pensées pour les hybrides en monture E, L, RF et Z avec monture interchangeable.
Compacte et légère, elle partage un diamètre frontal de 80 mm, un iris de 9 lamelles circulaires et une mécanique uniforme avec crantage en 0,8 et rotation de 120 degrés, facilitant les changements rapides sur le terrain. Ces optiques entièrement manuelles de 18, 25, 35, 50, 73 et 100 mm se distinguent par un rendu volontairement organique, voire vintage. Un léger effet pet-slave, des flares colorés et un adoucissement progressif sur les bords, tout en conservant un contraste et des tons naturels. Fabriquées à Wetzlar dans les mêmes standards que les séries haut de gamme de la marque, elles assument une approche premium proche de ce qu'a fait Cooke avec ses SP3, mais avec une identité propre, à la fois moderne et inspirée de l'héritage Leica. Quittons maintenant le monde des optiques et passons sur les moniteurs et transmetteurs vidéo, car il y a eu pas mal d'annonces cette année. On commence par Atomos qui a officialisé la commercialisation du Ninja TX, un moniteur enregistreur 5,2 pouces capable de gérer la 8K en ProRes RAW, doté de connectiques HDMI et 12G SDI verrouillable, d'un enregistrement interne sur carte CF Express et de fonctions avancées de synchro timecode en Wi-Fi. Une mise à jour de firmware à venir apportera d'ailleurs prochainement le contrôle caméra intégré, une fonction très attendue car elle se démocratise de plus en plus chez de nombreux fabricants. En parallèle, ils ont aussi présenté le Shinobi 7 RX, un moniteur HDR 7 pouces de 2200 nits, intégrant un module RX pour recevoir un signal sans fil via le système de transmission sans fil d'Atomos. Il permet du monitoring 4K en HDMI et SDI avec cross-conversion, la compatibilité avec des luttes 3D, le contrôle caméra pour Canon, Sony, Nikon, Panasonic et une bonne autonomie grâce à son double emplacement NPF. Atomos a aussi profité de l'IBC 2025 pour présenter en avant-première le Pro 2710, un moniteur d'étalonnage HDR 27 pouces en 10 bits développé suite à leur rachat de la technologie eCinema. L'objectif affiché est de proposer une alternative plus accessible avec un tarif sous la barre des 10 000 €. Pensé pour l'étalonnage en environnement sombre, le Pro 2710 intègre un système de calibration automatique ainsi qu'un capteur mesurant l'éclairage ambiant et se distingue par des éclairages intégrés à l'arrière et à la base pour améliorer le confort de travail. Prévu pour le NAB 2026, ce modèle marque l'entrée d'Atomos sur le marché exigeant des moniteurs de post-production haut de gamme. Atomos a également présenté à l'IBC 2025 la Studio K100, une sonde de calibration spectrale conçue pour les moniteurs d'étalonnage ou de référence en plateau. Contrairement au colorimètre classique à filtre, la Studio K100 mesure directement le spectre lumineux complet en éliminant les problèmes de dérive ou de métamérisme et garantissant une calibration fiable quel que soit le type d'écran. Pensée pour fonctionner de pair avec le futur Pro 2710 de Atomos, la sonde va plus loin en intégrant aussi la calibration de l'environnement, éclairage ambiant et bias lighting. Son moteur neuronal breveté entraîné sur de larges données spectrales permet d'obtenir une précision digne d'un laboratoire directement en salle de post-production, promettant ainsi aux étalonneurs des conditions de travail réellement conformes aux standards de l'industrie d'aujourd'hui. On reste sur les écrans de retour et de post-production avec Eizo qui a présenté lors de l'IBC son ColorEdge CG 2400SW, un moniteur de 24 pouces spécifiquement pensé pour les workflows, broadcast et vidéo. Héritant de la base technique du CG 2400S, il se distingue par l'intégration d'entrée et sortie en SDI, en plus du HDMI et du DisplayPort, pour un monitoring sans compression directement depuis les caméras ou les régies. Compatible HDR, il atteint 400 nits, un contraste de 1800:1 et couvre 98% de l'espace DCI P3 avec gestion des gamut DCI et BT2020. On retrouve le système d'autocalibration intégré bien connu chez Eizo, la fonction Pixel Inspection pour valider les conditions de travail, ainsi qu'un design compact et transportable adapté aux cars régies comme au plateau. Avec ce modèle, Eizo propose eux aussi une solution taillée pour les productions vidéo haut de gamme. Passons maintenant chez Holyland qui ont dévoilé quelques temps avant l'IBC leur dernier né de la gamme Pyro, le Pyro 5. Un moniteur 5,5 pouces capable de fonctionner aussi bien comme émetteur que comme récepteur vidéo sans fil. Plus compact que le Pyro 7, il s'adresse aux vidéastes désireux d'avoir une config légère tout en restant compatible avec l'écosystème de transmission sans fil Pyro de Holyland. Avec son écran de 1500 nits, utilisable en extérieur, ses entrées-sorties HDMI et SDI et une portée annoncée de 400 mètres, il offre une solution tout en un, pratique et abordable, qui réduit la quantité de câbles nécessaires sur la caméra et simplifie ainsi les setups. S'il reste basé sur une transmission compressée avec une latence plus faible en SDI qu'en HDMI, il se positionne comme une alternative polyvalente avec l'avantage d'un double connecteur SDI et HDMI rarement vu à ce niveau de prix.
Holyland a aussi profité de l'IBC pour présenter en avant-première le Pyro Ultra, un nouveau système de transmission sans fil 4K60 intégrant du HDMI et du SDI. Conçu pour fonctionner avec un émetteur et un nombre illimité de récepteurs, il reste compatible avec toute la gamme Pyro déjà existante. L'appareil peut être alimenté par batterie NPF ou via DC Jack et introduit un mode inédit baptisé le Focus Mode, optimisé pour les pointeurs qui abaisse la latence à environ 22 millisecondes. Attendu pour fin 2025, le Pyro Ultra vise à compléter l'offre de Holyland pour apporter la clé de voûte à leur gamme Pyro qui commence à être très richement étoffée. Portkeys de son côté a présenté son nouveau LS7P, un moniteur caméra 7 pouces Full HD de 1000 nits embarquant du HDMI et du SDI avec cross-conversion entre les deux. Léger et compact, il innove avec une plaque batterie NPF rotative et pass-through permettant d'alimenter directement un module sans fil pour créer facilement un combo moniteur et récepteur. Le LS7P se distingue aussi par son nouvel outil Log Stops qui détecte automatiquement le signal log et affiche les niveaux d'exposition en stops réels, ainsi que par ses fonctions de contrôle caméra sans fil pour Arri, Red, Blackmagic, Canon, Sony et Panasonic. Une solution polyvalente pour les opérateurs cherchant à allier monitoring, contrôle et ergonomie terrain. Portkeys a également présenté deux petits accessoires bien pratiques, les BD3 et BD4 Power Adapters. Le BD3 est un adaptateur permettant de convertir une batterie NPF en V-mount, tandis que le BD4 est une batterie factice NPF au format V-mount, pensée notamment pour alimenter des systèmes de transmission vidéo. Tous deux adoptent des conceptions rotatives en aluminium et plastique ABS, compactes et robustes pour simplifier l'intégration d'accessoires sur les caméras. Axoon de son côté a officialisé ses deux nouveaux moniteurs Cineview M7 et M7 Pro. Des moniteurs de 7 pouces en Full HD à 1000 nits avec des châssis renforcés et des écrans en Gorilla Glass Victus. Le M7 Pro intègre directement un système TX-RX longue portée de 350 mètres compatible avec toute la gamme Cineview de Axoon, tandis que le M7 standard conserve la même base mais sans ce module sans fil. Tous deux embarquent des outils de monitoring tels que les waveforms, le vector scope, des luttes 3D et bien évidemment la cross-conversion HDMI SDI. Ils permettent aussi l'enregistrement direct en H264 ou H265 sur carte SD, SSD ou clé USB. Et un peu avant l'IBC, Axoon a publié une mise à jour de firmware gratuite qui ajoute le contrôle caméra tactile pour certains modèles Sony, la FX3, FX30, A7S3, A7 IV, A9 II et Canon avec le R5, R6, R5 Mark II, R7 et R8. Cette mise à jour permet de piloter ainsi l'ouverture, les ISO, la balance des blancs, la mise au point et le déclenchement d'enregistrement directement depuis l'écran du moniteur. Une évolution qui renforce la vocation hybride de la série M7, pensée pour répondre aux besoins des équipes légères en tournage. Teradek a annoncé le Bolt 6 XT 10K RX. Un récepteur vidéo sans fil, zéro latence, capable d'atteindre 3 km de portée en 5 et 6 GHz. Cette nouvelle génération reprend le concept du Bolt 3000 10K, mais l'adapte aux séries Bolt 4K et Bolt 6, avec prise en charge des signaux jusqu'en 4K60 10 bits 422 HDR et une double sortie 12G SDI. Intégrant une antenne directionnelle dans un boîtier tout en un avec plaque V-mount intégrée, le RX 100K offre une meilleure immunité face aux interférences, un setup plus propre et une compatibilité totale avec l'écosystème Bolt 4K et Bolt 6. Contrôlable via l'application dédiée avec analyseur de spectre intégré, il se positionne comme une solution haut de gamme pour les tournages demandant de la fiabilité et de très longues distances de transmission sans fil. Teradek a également présenté de nouvelles licences Wi-Fi Camera Control pour son Follow Focus Control 5, permettant désormais de piloter directement les caméras, ISO, shutter, balance des blancs, FPS, enregistrement, etc. sur les caméras Arri et Red. Cette fonction s'intègre à l'écosystème Control OS et vient compléter les capacités FIS déjà présentes sur ce Follow Focus. Passons maintenant à la lumière. Aputure a profité de l'IBC pour élargir sa gamme Nova 2 avec 3 nouveaux panneaux. Le 2x1 de 1000 watts, le 1x1 de 500 watts et une version inédite Nova 2 9 degrés pensée pour délivrer un faisceau ultra concentré et très puissant grâce à un système optique spécifique. Tous reprennent le moteur Blair CG d'Aputure couvrant plus de 90% du rec 2020 et une plage CCT allant de 1800 Kelvin à 20 000 Kelvin.
avec une précision colorimétrique de haut niveau. Certifiés IP65, silencieux et robustes, ils reprennent la logique de modularité et de puissance déjà introduite avec la série Storm. Là où le 2x1 et le 1x1 se distinguent par leur rapport poids-puissance et leur faisceau homogène de 35 degrés, le Nova 2 9 degrés, lui, se distingue par un éclairage concentré, longue portée sans franges colorées. Comme le reste de la famille Nova, ces modèles sont compatibles avec le nouvel écosystème de modeleurs Quick Clip, à savoir des softbox, des grids, des dômes, des barres d'or, et avec de nombreuses options de montage. Aputure affirme ainsi vouloir proposer une gamme complète de panneaux, sans compromis, capable de répondre aussi bien aux besoins d'éclairage diffus qu'aux applications plus focalisées. Nanlite de son côté a présenté à l'IBC ses Miro 30C et 60C. Deux panneaux ronds full color, compacts et légers, pensés pour le streaming, la création de contenu ou la photo. Ils embarquent le Nebula C4 avec un CCT allant de 2700 Kelvin à 7500 Kelvin avec shift vers magenta. Leur format circulaire produit une lumière douce et de beaux reflets naturels dans les yeux et délivre respectivement 4854 lux pour le 30C et 8382 lux pour le 60C à 1 mètre. Conçu pour être mobile, puisqu'il fonctionne en USB-C Power Delivery ou sur batterie NPF, une batterie pour le 30C et deux batteries pour le 60C, avec une autonomie d'environ 1 heure à pleine puissance, les Miro sont pilotables via l'appli Nanlink 2.0 via Bluetooth. Ils disposent d'un diffuseur magnétique et d'un ventilateur quasiment inaudible. Leur design circulaire, décliné en Mint Blue ou Midnight Blue, s'accompagne d'accessoires de fixation simples et d'une housse de transport. Nanlux, la grande sœur de Nanlite, a dévoilé de son côté deux nouveaux projecteurs full color équipés du Nebula C8 à 8 couleurs, l'Evoque 600C de 600 watts et l'Evoque 150C de 150 watts. Tous deux couvrent une plage CCT record allant de 1000 Kelvin à 20 000 Kelvin avec un réglage du plus-green. Le nouveau Nebula C8 ajoute le Deep Red et l'Indigo pour une restitution plus fidèle des tons chers et une couverture spectrale quasi totale, surpassant les systèmes RGB-W et RGB-LAC classiques, tout en se rapprochant du Blair Engine d'Aputure. L'Evoque 600C délivre jusqu'à 24 620 lux à 1 mètre en 5600 Kelvin et reste transportable grâce à son design en magnésium, certifié IP66 de 7,2 kg. L'Evoque 150C, quant à lui, se veut plus léger avec ses 2,6 kg, tout en délivrant 22 230 lux à 1 mètre en 5600 Kelvin, et peut être alimenté sur secteur, batterie V-mount ou même via USB-C Power Delivery. Les deux modèles intègrent la nouvelle monture FE-BE de Nanlux avec reconnaissance des accessoires motorisés, 5 modes de ventilation et de larges options de contrôle à distance comme le DMX, le RDM, le CRMX et l'ArtNet. Du côté de Godox, on a présenté à l'IBC 2025 ces deux nouveaux projecteurs NoLED MG4K et MG4KR. Des projecteurs LED conçus pour rivaliser avec des HMI de 4 kg, tout en consommant seulement 2000 watts, soit moitié moins d'énergie. Avec ses 640 000 lux à 1 mètre avec réflecteur et une température de couleur allant de 2800 Kelvin à 10 000 Kelvin avec correction du plus-green, le MG4K se distingue par une efficacité annoncée de 110 lumens par watt, et tout ça pour un poids annoncé de 10 kg sans compter la lyre. La version MG4KR, quant à elle, sera naturellement un peu moins puissante, tout en conservant le même poids et encombrement, mais en étant beaucoup plus polyvalente. Ces deux modèles utilisent la monture G-Mount de Godox, compatible avec une large gamme de modeleurs, que ce soit des Fresnel motorisés, des softbox, des réflecteurs, des néoptiques ou le Lightflow. Leur certification IP65, leur refroidissement amélioré, le contrôle via DMX, CRMX, Ethernet ou application, ainsi que le dimming fin jusqu'à 0,1% en font des outils pensés pour les productions cinéma et TV, cherchant puissance, précision et compacité avec un prix contenu. Du côté de Profoto, on a annoncé le L600C, un projecteur LED compact de 6 kg équipé du système de refroidissement Hydro C-Tech sans ballast externe. Ce projecteur couvre une plage CCT allant de 2000 Kelvin à 15 000 Kelvin, affiche un TLCI de 99 et permet un dimming précis jusqu'à 0,1%, le tout sans effet de scintillement. Compatible avec plus de 55 modeleurs Profoto, ce projecteur se destine aux productions très haut niveau. Le L1600D de son côté inaugure la catégorie monoled de Profoto avec 1600 watts de puissance et un rendu annoncé de 97%. Grâce à son boost réflecteur, il atteint jusqu'à 49 000 lux
et accepte aussi bien les modeleurs Profoto que Bowens. Un nouvel accessoire, le Pro Fresnel Zoom, accompagne ces deux sources et propose une plage de focalisation allant de 14 degrés à 40 degrés. La marque a également présenté le Pro Panel 3x2, un panneau LED de 2000 watts que Profoto décrit comme le plus puissant du marché. Certifié IP65 et conçu pour une installation rapide, il propose 5 modes d'éclairage, un dimming 16 bits descendant jusqu'à 0,1% et un pixel mapping sur 4 zones pour les environnements de production virtuelle. Avec ces nouveautés, Profoto renforce son positionnement dans le secteur du cinéma en transposant son expertise historique de la lumière photo avec ses versions plug and play pensées pour la vidéo. On passe maintenant à l'audio avec quelques nouveautés, mais moins que les années précédentes. DJI a dévoilé le Mic 3, un micro-cravate sans fil ultra léger de seulement 16 grammes, pensé pour les interviews et la production mobile. Ce nouveau modèle prend en charge jusqu'à 4 émetteurs et 8 récepteurs, propose un enregistrement interne en 32 bits à virgule flottante avec 32 Go de stockage et intègre une fonction de timecode. Il offre 2 modes de contrôle automatique du gain, 3 pré-réglages du timbre vocal et 2 niveaux de réduction de bruit active. Avec sa portée de 400 mètres, sa double transmission en 2,4 et 5 GHz, il prétend pouvoir opérer dans tous les environnements complexes comme les salons ou les événements sportifs, avec une forte affluence. Le Mic 3 se distingue aussi par son écran tactile AMOLED, son autonomie de 8 à 10 heures portée à 28 heures avec le boîtier de charge et sa compatibilité directe avec l'écosystème DJI Osmo Audio sans récepteur. Il conserve toutefois une limite, les émetteurs n'acceptant plus les micros lavaliers en jack 3,5 mm, ce qui pourra en refroidir certains. Zoom a dévoilé le H6 Studio, un enregistreur portable 6 pistes qui succède au H5 Studio. Il intègre désormais les amplis de la prestigieuse série F, un couple de micros XY de plus grand diamètre, ainsi que l'enregistrement en 32 bits à virgule flottante. L'appareil enregistre jusqu'à 8 pistes en simultané, 6 entrées plus mix stéréo, avec une plage dynamique de 132 décibels. Ces micros XY de 19,4 mm captent jusqu'à 140 décibels SPL et sont montés de telle manière à limiter les problèmes de phase. On retrouve 4 entrées combo XLR TRS avec alimentation fantôme, un mini jack stéréo ainsi qu'une compatibilité avec le système de capsules Zoom 3.0 dont les capsules sans fil WLM 1. Pensé pour le terrain comme pour le studio, le H6 Studio fonctionne sur pile AA fournissant 15 heures d'autonomie ou via USB-C sur secteur. Il peut aussi servir d'interface audio 6 entrées et 2 sorties pour Mac, Windows, iOS et Android, tout en enregistrant simultanément sur sa carte SD. En option, il accepte le module TCA1 pour la gestion du timecode ou encore un pack d'accessoires APH6 comprenant une housse, une bonnette, un adaptateur secteur et un câble USB-C. Sony a annoncé le ECM778, un micro-canon supercardioïde compact de 17,6 cm seulement pour 100 grammes, conçu pour le cinéma, la télévision et le documentaire. Sa capsule inédite, associée à un tube acoustique en laiton et une électronique optimisée par Sony, délivre un son clair et naturel avec des hautes fréquences détaillées et des graves très stables. Il peut être monté sur perche ou directement sur la caméra via sa sortie XLR et intègre un coupe-bas pour limiter les bruits de vent. Livré avec 2 bonnettes, il bénéficie d'un châssis en aluminium pensé pour résister aux conditions de tournage les plus exigeantes. On passe maintenant au broadcast. Un gros morceau tant ce secteur est en pleine mutation ces dernières années, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est venue rebattre les cartes de ce qui semblait être jusqu'à maintenant le secteur le plus figé du monde de l'audiovisuel. Et on commence avec LiveView qui a dévoilé le LU900Q, une nouvelle unité de terrain qui s'appuie sur l'IA pour optimiser la connectivité et la gestion des flux en direct. Avec ses modems 5G de dernière génération, son autonomie doublée jusqu'à 7 heures et sa robustesse pensée pour fonctionner dans tous les environnements, il vise aussi bien les grands événements sportifs que les tournages de news sur le terrain. L'appareil s'intègre en HDMI, SDI ou IP, propose un encodage HDR en 4.2 10 bits jusqu'à 32 canaux audio et un double retour vidéo et intercom. Grâce à son architecture logicielle modulable, ces fonctionnalités avancées peuvent être activées à la demande, offrant aux diffuseurs une plus grande souplesse pour adapter leur workflow live en temps réel. De son côté, Teradek a présenté le Prism Jetpack, une solution pensée pour les équipes ENG, les diffuseurs sportifs et les productions en remote. Ce pack robuste intègre 8 modems 5G pour s'assurer une connexion ininterrompue et un moniteur détachable de 7 pouces avec retour vidéo,
permettant aux intervenants de voir leur interlocuteur en direct et surtout de suivre l'état de la qualité de transmission en temps réel. L'appareil peut transmettre en 4K HDR avec une latence réduite et se distingue par son design de sac à dos ergonomique conçu en partenariat avec Lowepro. Positionné face aux solutions de LiveView, HeavyWest et Digiro, le Prism Jetpack vise à combiner transmission fiable, retour vidéo et monitoring dans un seul outil prêt pour tous les terrains. Passons maintenant chez Quicklink qui a fait pas mal d'annonces cette année. Il a notamment élargi sa gamme Studio Edge avec deux nouveaux modèles, le Studio Edge One avec une entrée et sortie SDI et le Studio Edge 2 avec deux entrées et sortie SDI. Conçus pour intégrer des invités via Zoom, Teams ou le logiciel Studio Call, ils offrent une alternative directe au Skype TX désormais abandonné par Microsoft, tout en assurant une compatibilité transparente avec les workflows déjà existants. Avec ces ajouts, la gamme comprend désormais le Studio Edge 4 avec 4 canaux SDI, le Studio Edge 2110 avec 4 canaux ST2110 et ses deux nouvelles versions avec 1 et 2 canaux en SDI, permettant aux diffuseurs de choisir la configuration la mieux adaptée à leurs besoins. Grâce à la technologie Studio Call et au contrôle cloud Quicklink, les équipes de production peuvent facilement gérer tout leur flux en direct avec une qualité broadcast. Quicklink a aussi annoncé que ses solutions Studio Pro et Studio Edge sont désormais certifiées NDI, garantissant une parfaite interopérabilité au sein de cet écosystème. Cette certification confirme ainsi la faible latence, la bonne qualité d'image et surtout la fiabilité de ces plateformes qui s'imposent comme des outils de production vidéo 4K simples à utiliser et adaptés aux exigences broadcast et corporate. Avec Studio Pro, les utilisateurs peuvent ainsi créer des productions dynamiques façon PowerPoint vidéo, intégrant des graphismes de qualité professionnelle et un traitement audio avancé. Studio Edge, de son côté, facilite l'intégration d'intervenants via Zoom, Teams ou Studio Call avec une gestion optimisée par l'IA et un contrôle cloud complet. Cette reconnaissance renforce la position de Quicklink comme acteur clé des solutions de production live multicaméra. On revient à Holyland qui s'immisce de plus en plus dans le milieu du broadcast pro et grand public, notamment avec sa nouvelle Venus Live Air. Une caméra tout en un, compacte, pensée pour le streaming en 4K. Équipée d'un capteur CMOS d'un peu plus de 2/3 de pouce, de 50 mégapixels et d'un écran tactile orientable de 3 pouces, elle intègre des algorithmes d'IA pour optimiser les couleurs et propose des fonctions très utilisées comme le chroma key, l'overlay d'image et la correction des couleurs automatique. Elle se connecte en USB 3.0 sans besoin de carte d'acquisition ou en HDMI 2.0. La diffusion est possible en un clic vers YouTube, Facebook ou Twitch via un QR code, mais aussi en SRT ou RTMP pour ceux qui voudraient procéder de manière plus classique. La caméra est pilotable depuis l'application VenusCam, permettant ainsi d'accéder au réglage d'image, au contrôle à distance et à l'enregistrement jusqu'en 4K 30 sur carte SD. Une entrée audio USB-C permet d'intégrer directement un micro Holyland Lark, complétant ainsi une solution prête à l'emploi pour les créateurs de contenu et les streamers. Mais de l'autre côté du spectre, Holyland s'adresse aussi aux professionnels avec son nouveau système d'intercom sans fil, Solidcom H1. Ce système prend en charge jusqu'à 50 belt packs et 8 antennes avec une portée annoncée de 500 mètres en champ libre. Elle intègre de la réduction de bruit dans ses casques, de la transmission audio large bande et la commutation automatique de canaux pour garantir une communication claire, même dans des environnements saturés. Les belt packs, d'un poids d'environ 300 grammes, offrent une autonomie allant jusqu'à 15 heures. Côté confort, les casques utilisent quant à eux un double micro avec annulation active du bruit par inversion de phase. Le système est conçu pour les plateaux professionnels avec un boîtier robuste en fly case et une intégration possible via DANT, 4-wire, 2-wire ou audio over IP. Dreamship de son côté a dévoilé une nouvelle version de sa minuscule caméra Atom 2, désormais protégée contre la pluie, d'où son nom, Rainproof. Avec des dimensions de seulement 29,6 par 29,6 par 34 mm pour 55 grammes optique et micro compris, elle embarque un objectif de 4,5 mm à 90 degrés de champ de vision et un capteur global shutter de 1/8 de pouce, délivrant du 1080p 60. Cette technologie évite les distorsions de rolling shutter, ce qui facilite son utilisation, notamment dans le domaine sportif. Grâce à son boîtier renforcé, l'Atom 2 Rainproof peut désormais être utilisée en extérieur dans des conditions météorologiques difficiles. Compacte et légère, elle est pensée pour les applications sportives et immersives, comme les caméras embarquées sur les arbitres, les prises de vue en drone, sur mât de voilier ou en bord de terrain. Et on referme cette page broadcast avec BirdDog qui a dévoilé sa nouvelle caméra PTZ X1 30x, une version Full HD dotée d'un zoom optique hyper puissant.
Elle repose sur un capteur CMOS 1/3 de pouce et propose un zoom 30 fois avec une plage de mouvement très généreuse. La caméra offre des connectiques variées telles que du HDMI, de l'Ethernet, de l'USB-C en mode webcam UVC et même du Wi-Fi. Elle est compatible avec les protocoles NDI, HX2, HX3, SRT, RTMP et RTSP, ce qui facilite son intégration dans différents workflows IP ou streaming déjà existants. On retrouve aussi un Tolly intégré et un écran e-ink pour identifier la caméra quand elle est hors tension et un suivi intelligent basé sur l'intelligence artificielle. Son poids reste très léger, autour de 1,3 kg, avec une consommation réduite via PoE. En revanche, l'image se limite au Full HD et l'ouverture variable de f1.3 à f4.8 peut réduire la luminosité lors d'un fort zoom. Cela en fait néanmoins un choix très intéressant pour les productions live, les environnements éducatifs ou corporate où la résolution 4K n'est pas un indispensable. Toujours chez Bird Dog, mais dans un tout autre niveau, la XL Ultra est une caméra PTZ 4K60 haut de gamme conçue pour les environnements broadcast, la production virtuelle et tous les workflows les plus exigeants. Elle combine un capteur micro 4/3 avec zoom optique 20 fois et 40 fois si vous l'utilisez en HD et intègre en plus une seconde caméra panoramique dotée d'un capteur d'1/2 pouce. Les deux caméras peuvent filmer et sortir leur signal en même temps, offrant ainsi un plan large et un plan serré avec une seule et même caméra. Côté connectique et usage, la XL Ultra propose du 12G SDI, du HDMI, du PoE++, du XLR symétrique avec alimentation fantôme, un filtre OLPF anti-moiré, du gel lock et du timecode pour la synchronisation multicaméra. Elle autorise plusieurs protocoles comme le NDI, le SRT, le RTSP, etc. simultanément selon les besoins. L'interface Bird UI permet de piloter les deux caméras, de configurer les profils colorimétriques ainsi que les presets PTZ, et elle offre également un affichage e-ink pour identifier chaque unité même quand celle-ci est hors tension. Et la dernière nouveauté de chez Bird Dog qui présente cette fois la O4, une caméra PTZ conçue pour les extérieurs et les conditions les plus rudes. Elle est faite en aluminium moulé, norme IP66, supporte des températures extrêmes allant de -40° à +60°, possède un système de chauffage anti-buée intégré et des traitements de lentilles résistants aux salissures. Avec un zoom optique 30 fois et 60 fois si vous êtes en Full HD et un capteur d'1/2 pouce, elle filme jusqu'en 4K60 avec une qualité d'image broadcast, même en conditions de faible luminosité grâce à de l'infrarouge portant jusqu'à 500 mètres et un filtre infrarouge détachable. Côté connectique, la O4 offre tout ce qu'il faut, du 12G SDI, du HDMI, un port SFP pour fibre, du PoE++ et du streaming simultané via NDI et NDI HX3, mais aussi du SRT, du RTMP ou du RTSP. Elle est pilotable via l'interface Bird UI ou l'application mobile, avec preset PTZ, gestion colorimétrique, protection des connecteurs, etc. Bird Dog vise ainsi les utilisateurs les plus exigeants qui travaillent essentiellement sur des prestations en extérieur, que ce soit dans les stades de foot ou des événements en plein air. On termine avec quelques produits qui sont inclassables, mais néanmoins des produits très malins pour la plupart. Et on commence avec Core SWX qui a présenté sa nouvelle Snap Plate conçue spécialement pour la Red Komodo Sika. Elle permet d'y fixer directement les batteries Powerbase Edge Snap sans câble, tout en gardant l'accès à l'alimentation secteur de la caméra pour effectuer un hot swap fluide entre secteur et batterie. L'écran de la caméra affiche en temps réel l'autonomie et le pourcentage de charge des batteries ainsi connectées. La plaque intègre également une sortie LEMO de broche pour alimenter des accessoires avec l'aide d'indication d'état. De quoi simplifier l'alimentation et améliorer l'efficacité des utilisateurs de Komodo Sika sur leur tournage. Antigravity, la marque drone d'Insta360, a présenté le A1, qui est le premier drone capable de filmer en 8K à 360°. Grâce à ces deux optiques placées en haut et en bas du fuselage, il capture l'intégralité de l'environnement sans angle mort. Le système de stitching rend ensuite le drone invisible dans l'image, offrant une immersion totale. Avec un poids plume inférieur à 250 grammes, il reste en dessous du seuil réglementaire de nombreux pays, dont la France. Le A1 se pilote avec un grip controller basé sur les gestes du pilote et se combine avec les lunettes Vision pour une vue immersive à 360° avec suivi de la tête. La technologie FreeMotion permet ainsi de voler dans une direction tout en regardant ailleurs. Pensé pour les créateurs de contenu, ce drone propose un enregistrement en 360°, permettant ainsi des recadrages créatifs en post-production. Il sera disponible en janvier 2026 avec des détails de prix et de distribution annoncés ultérieurement. Sachtler de son côté élargit sa gamme avec 4 nouvelles têtes fluides, la Active 16T, Active 18T et FSB 16T et FSB 18T Mark II.
toutes en bol de 100 mm. Un gain de temps inestimable pour les équipes qui ajustent leur caméra plusieurs fois par jour, comme typiquement les équipes de reporters sur le terrain. La Active 16T remplace donc la 14T avec une capacité de charge de 16 kg, tandis que l'Active 18T monte à 18 kg, la rendant plus adaptée aux caméras cinéma et à leurs rigs volumineux. Les deux têtes offrent 7 réglages de fluidité, 15 niveaux de contrebalancement et un niveau prisme bubble rétroéclairé. Côté FSB, les 16T Mark II et 18T Mark II reprennent ces caractéristiques, mais avec une approche plus traditionnelle. Les 4 modèles partagent un design compact, un système Touch & Go, une pan bar télescopique et une compatibilité avec de nombreuses configurations plateau ou trépied. Vinten a aussi profité de l'IBC 2025 pour dévoiler la Versine 240, une version plus légère de la Versine 360 présentée l'année dernière. Conçue pour les productions itinérantes, elle ne pèse que 4,7 kg tout en supportant jusqu'à 24 kg de charge. Elle offre un tilt de 90 degrés, un contrebalancement continu ainsi qu'un réglage indépendant de la fluidité pan tilt via son système TF30. Dotée d'une base 100 mm, d'une platine rapide coulissante, d'une poignée ergonomique ambidextre et d'un niveau à bulles rétroéclairé, la Versine 240 est pensée aussi bien pour les setups broadcast que les rigs cinéma avec de grandes focales. Avec son châssis en magnésium et sa construction full métal, elle associe robustesse, précision et portabilité. Tilta a dévoilé le Hydra Speed Pan System, conçu en collaboration avec le premier assistant cam Dan Ming, ayant notamment travaillé sur le film F1, Top Gun Maverick et l'Odyssée de Pi. Destiné aux prises de vue dynamiques sur véhicule, ce système combine une base rotative crantée, un axe de tilt ajustable et plusieurs rails NATO pour offrir une grande liberté de cadrage. Grâce au pilotage via un moteur de follow focus sans fil, le système permet des panoramiques quasi instantanées au-delà de 360 degrés. Compatible avec des caméras légères, il se fixe sur une platine rapide et supporte jusqu'à 3,2 kg. En version Pro Kit, il inclut 3 bras articulés robustes et 3 ventouses électroniques pour une fixation sécurisée sur la carrosserie du véhicule. Vocas a présenté sa nouvelle Matchbox compacte MB260, une évolution qu'on attendait depuis 10 ans à vrai dire. Conçue pour rester légère et abordable, elle se distingue par une conception modulaire qui permet de l'adapter à différents besoins, du kit de base jusqu'à des configurations complètes pour les tournages les plus exigeants. La MB260 accepte jusqu'à 2 filtres 4x5.6 ou 4x4, utilise un système magnétique de masque pour limiter les flares et peut se monter en clampon sur l'optique ou sur rail 15 mm via un support ou un swing away. Elle reste évolutive avec d'autres drapeaux et accessoires, offrant ainsi un bon compromis entre compacité, polyvalence et fonctionnalité professionnelle. Et on termine avec Blackmagic qui a dévoilé le Blackmagic Camera Pro Dock, un dock qui transforme les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max en véritables caméras de production. Conçu pour fonctionner avec l'application Blackmagic Camera, le Pro Dock ajoute des connectiques professionnels comme le Genlock, le timecode, l'audio externe, le monitoring via HDMI et l'enregistrement sur SSD via USB-C, tout en assurant l'alimentation des accessoires. Grâce à ses entrées BNC, il permet de synchroniser plusieurs caméras et de tourner sur volume LED sans souci de scintillement. Tandis que ses ports USB-C, ses prises casque micro et son pas de vis Kodak facilitent la création de rigs personnalisés. Avec cette solution, l'iPhone s'intègre désormais directement au workflow cinéma et broadcast et peut enregistrer en ProRes et ProRes RAW tout en offrant une synchronisation et une collaboration fluide avec DaVinci Resolve via le Blackmagic Cloud. Et Blackmagic annonce également la sortie de DaVinci Resolve 20.2 et de la bêta publique Blackmagic Camera 9.8, qui ajoute la prise en charge de l'Apple ProRes RAW et du ProRes RAW HQ, y compris pour les images capturées avec le nouvel iPhone 17 Pro. Cette compatibilité s'étendra d'ailleurs prochainement au Video Assist 12G, permettant l'enregistrement et la lecture native de ces formats dans DaVinci Resolve. Ces mises à jour gratuites renforcent l'écosystème Blackmagic en offrant aux utilisateurs de caméras comme la Pocket Cinema Camera 4K la possibilité d'exploiter pleinement le workflow ProRes RAW, jusque-là limité au format ProRes 4.2.2 compressé. Une évolution qui améliore la qualité d'acquisition et simplifie le montage avec ces caméras. En bref, que retenir de ce salon IBC 2025? Et bien que l'industrie a basculé du pilote au déploiement, l'IA s'invite désormais partout et devient un gain d'efficacité mesurable pendant que la fréquentation du salon repart à la hausse avec plus de 43 800 visiteurs cette année et 1300 exposants. Signe d'un marché à nouveau très offensif.
Côté infrastructure, l'IP natif, les workflows cloud hybrides et les codecs de contribution à faible fréquence comme le JPEG XS et le SRT s'imposent comme la voie par défaut pour la production en remote et multisite avec des démonstrations plus mûres et interopérables qu'en 2024. Sur le terrain, la couche RF progresse aussi. La 5G pass-through et les liaisons vidéo 6 GHz en zéro latency améliorent la mobilité des régies et des installations sportives. Tandis que les PTZ et la production virtuelle sur volume LED poursuivent leur montée en gamme, le tout sous la pression de toujours plus de sobriété énergétique. Et surtout, on voit clairement un effort vers une démocratisation des outils professionnels. Des caméras haute vitesse moins chères, des équipements pro natifs pour smartphones, des boîtiers modulaires, des systèmes d'intercom plus flexibles, etc. L'industrie ne développe plus seulement pour les gros studios, mais également pour les créateurs, les tournages de terrain, les productions hybrides ou événementielles, où le coût, la portabilité et la facilité d'utilisation comptent tout autant que la qualité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tout d'abord un immense merci d'avoir écouté tout ce long récap de l'IBC. On essaye de pas les faire trop longs, mais année après année, il y a tellement de news que ce format est factuellement de plus en plus long. Et si vous voulez continuer à en apprendre davantage sur les deux nouvelles caméras qui agitent le milieu de la vidéo en ce moment, je vous mets juste ici nos reviews de la Canon EOS C50 et de la Nikon ZR. A très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.